La guerre froide, quand les désirs de paix se heurtent à un mur. Bonjour chers amateurs d'histoire. On est au début des années 50. La guerre froide vient de commencer, elle continue de plus belle, donc ce conflit important qui embrase le monde et qui concerne les deux principaux blocs, le bloc de l'Est représenté par l'Union soviétique et le bloc de l'Ouest représenté par les États-Unis. La dernière fois qu'on en a parlé, il y avait eu la guerre de Corée, une guerre terrible qui va contribuer à dramatiser la guerre froide. Alors donc, au tout début des années 50, qu'est-ce que cette guerre de Corée va amener comme conséquence? Elle va amener les deux blocs à augmenter leurs dépenses militaires. Elle va pousser aussi à la constitution de vastes réseaux d'alliances de chacun des côtés, dans chacun des deux camps, et elle va aussi relancer le thème d'une défense commune en Europe. Mais une autre conséquence immédiate qu'elle va avoir sur la population des États-Unis, elle va provoquer la fameuse chasse aux sorcières qu'on appelle le McCarthyisme. En effet, au début des années 50, la guerre de Corée assure une popularité sans précédent au député du Wisconsin, Joseph McCarthy. Joseph McCarthy qui est un anticommuniste notoire et qui voulait éveiller les Américains contre un complot communiste à l'intérieur. Il voit du communisme partout. Alors c'est le temps de la peur du rouge, ça va devenir éventuellement une chasse aux sorcières. Alors donc, il pourchasse, il dénonce tous les gens qu'il soupçonne être des communistes et cette chasse aux sorcières va prendre une ampleur extraordinaire. Alors des commissions vont chasser les communistes parmi les fonctionnaires, on va créer une liste noire, beaucoup de gens vont perdre leur emploi sur de simples rumeurs et cette chasse aux sorcières va se rendre même jusqu'à Hollywood. Alors donc, tout ce qui sera un peu suspect est taxé de communisme. Et en fait, ce qu'on appelle le McCarthyisme, du nom de Joseph McCarthy, ce McCarthyisme sera un mouvement un peu paranoïaque et très violent. Même Charlie Chaplin va être inquiété avec des films comme Les temps modernes. On le soupçonne d'avoir des visions socialistes. Alors, on commence à le menacer. Lui-même va fuir les États-Unis pour aller vivre pour toujours en Europe. Il y aura aussi, parmi les événements tragiques de cette époque-là, le procès des Rosenberg. Alors, c'est un couple qui était accusé d'espionnage. Les preuves sont insuffisantes, mais néanmoins, on va les destiner à la chaise électrique en 1953. Beaucoup plus tard, quand les archives de l'ex-URSS vont être ouvertes, on va se rendre compte qu'ils étaient coupables, mais d'avoir transmis des renseignements assez anodins. Alors, pour eux, la conséquence aurait été la chaise électrique. Mais Joseph McCarthy, gonflé par ses succès et sa popularité montante, finira par faire preuve de témérité en 1954 en s'attaquant même à l'armée. Une audience télévisée aura lieu à cette occasion-là et elle le montrera éventuellement sous son vrai jour, c'est-à-dire sous l'apparence d'un homme qui n'a absolument aucune décence. Let us not assassinate this lad further, Senator. Look, you've done enough. Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency? Suite à cette prestation catastrophique pour Joseph McCarthy, à la vue de tous, presque du jour au lendemain, sa popularité va se dégonfler et McCarthy va perdre son influence. Alors la surexcitation du McCarthyisme va se tasser aussi vite qu'elle est venue. D'ailleurs, la présidence d'Eisenhower, qui avait commencé cette année-là, contribue aussi à faire retomber la poussière. McCarthy finira éventuellement alcoolique, tel un homme brisé, et il mourra prématurément à l'âge de 48 ans. Mais le macartisme a beau se terminer aux États-Unis, les deux grandes puissances se considèrent néanmoins toujours comme concurrentes. Et donc, c'est la course aux armements, c'est la course aussi à la technologie. C'est à cet égard que la Russie va faire éclater sa première bombe atomique dès 1949. Alors déjà, ça envoyait un message puissant aux États-Unis et on leur dit « Vous n'êtes plus les seuls à détenir le monopole atomique ».
Et c'est dans un contexte semblable que le défi spatial va revêtir une importance symbolique toute particulière. Alors, dès le mois d'octobre 1957, les Soviétiques vont envoyer leur premier satellite artificiel dans l'espace, Sputnik. Pourquoi est-ce si important? C'est parce qu'évidemment, ça envoie un message fort aux États-Unis. Si les Russes sont capables d'envoyer une fusée dans l'espace, ils seront éventuellement capables d'envoyer un missile chargé peut-être d'une bombe atomique vers les États-Unis. Alors donc, la course vers l'espace va commencer à cette époque-là. Alors c'est un choc pour les États-Unis, c'est grave parce que ça veut dire que si l'URSS est capable d'envoyer une fusée dans l'espace, l'URSS est également en état de lancer des missiles de longue portée. Et ainsi, la course vers l'espace se poursuit et en 1961, c'est encore un Russe qui gagne une autre étape, Yuri Gagarin, qui est le premier cosmonaute à être envoyé dans l'espace, ce qui rajoute encore à la fierté soviétique et à l'impression, toutefois erronée, d'une supériorité de l'URSS dans le domaine spatial. Alors, la réaction des États-Unis sera très vigoureuse à cette occasion-là. John F. Kennedy, le président des États-Unis, va faire une annonce très importante en 1961. Il va annoncer que les États-Unis, d'ici la fin de la décennie, vont mettre un Américain sur la Lune. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Malgré sa mort en 1963, John F. Kennedy tiendra parole. Effectivement, les Américains, grâce au programme Apollo, seront en mesure de faire poser un module lunaire sur la Lune en 1969, durant le mois de juin. C'est la fameuse expédition d'Apollo 11 qui a réellement eu lieu, contrairement aux rumeurs qu'on voit sur Internet. Alors, la compétition pour l'espace va continuer. Ça va devenir un combat titanesque et ruineux, surtout pour l'Union soviétique, avec des objectifs qui sont bien sûr idéologiques et stratégiques. Et toujours au travers de tout ça, il y a encore la course aux armements. Alors donc, on essaie de s'armer de plus en plus des deux côtés pour être capable de faire face à une attaque éventuelle du camp adverse. Et il y aura également des crises, notamment celle du mur de Berlin. On se rappelle comment Berlin était un élément symbolique dans cette guerre froide. Rappelons-nous que dans l'Allemagne occupée par les quatre camps, donc l'Union soviétique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ainsi que la France, la ville de Berlin était située dans la zone soviétique, mais Berlin elle-même était divisée en 4 zones. Et ça en faisait une enclave capitaliste au sein du monde communiste, parce que évidemment les gens qui habitaient à Berlin-Ouest vivaient selon le régime capitaliste. Alors, ça avait été tellement un embêtement pour Staline au départ qu'il avait organisé le blocus de Berlin, un blocus qui s'était terminé par un échec pour lui. Alors, une deuxième crise va survenir plusieurs années après à Berlin encore une fois. On se rappelle comment l'Allemagne de l'Ouest s'était reconstruite beaucoup plus rapidement que l'Allemagne de l'Est, en raison du plan Marshall, donc tous ces subsides envoyés par les États-Unis pour la reconstruction de l'Europe. Alors évidemment, la conséquence était la suivante, c'est qu'à Berlin-Ouest, où est-ce qu'on a l'aide américaine, on va vivre beaucoup mieux qu'à Berlin-Est, que les conditions de vie sont bien inférieures. Alors, la situation est la suivante, c'est que les habitants de Berlin-Est et de l'Allemagne de l'Est de façon générale ont tout le temps sous les yeux les Allemands qui habitent à Berlin-Ouest et qui vivent beaucoup mieux qu'eux. Alors, qu'est-ce que ça aura comme conséquence? C'est que de nombreux Allemands seront tentés de passer à l'Ouest pour vivre une meilleure vie, une vie avec davantage de prospérité et quitter ainsi le monde communiste, le laisser derrière eux. Ainsi donc, plus de 3 millions d'Allemands de l'Est vont passer à l'Ouest à partir de 1945 jusqu'en 1961. Alors tout ceci va révéler le fiasco du régime communiste et sa désapprobation par la population. Alors évidemment, suite à ça, il n'est pas question pour l'Union soviétique de laisser les choses aller de la sorte. Alors on va prendre une décision lourde de conséquences. C'est que dans la nuit du 12 août au 13 août 1961, la République démocratique d'Allemagne, poussée par l'Union soviétique, va construire le fameux mur de la honte, c'est-à-dire un mur de barbelés au départ qui va être placé pour stopper l'immigration est-allemande vers l'ouest. Alors donc, on commence par des barbelés
isolé. Les gens de Berlin sont surpris, ils se lèvent le lendemain matin avec un mur qui sépare la ville. Et donc, les Allemands sont séparés physiquement désormais à Berlin. Profitons de l'occasion pour voir deux photos qui ont particulièrement bien immortalisé cet événement. Alors, il y a entre autres cette photo qui montre un soldat est-allemand qui profite du relâchement de la garde pour sauter par-dessus le mur et passer à l'est et échapper donc au communisme. Et il y a aussi cette autre photo touchante où est-ce que un soldat est-allemand, pris de pitié envers un enfant, décide de le faire passer de l'autre côté. Il semblerait qu'il ait été puni pour son geste, on ignore de quelle façon, espérons qu'il n'a pas été fusillé ou exécuté. Alors donc, on peut imaginer très bien à cette occasion-là le nombre de tragédies que tout cela va provoquer chez les différentes familles allemandes. Donc, les Allemands sont séparés les uns des autres pour de nombreuses décennies. Et ce mur, le mur de Berlin, va devenir le symbole du partage du monde en deux camps. John F. Kennedy, le président des États-Unis, profitera de l'occasion pour venir parler aux Berlinois et sa fameuse déclaration « Ich bin ein Berliner », « Je suis berlinois », en 1963, va montrer la détermination de l'Ouest à ne pas céder face aux pressions de l'URSS. Therefore, as a free man, I take pride in the words « Ich bin ein Berliner ». Pourtant, on devra attendre de nombreuses années avant que le mur de Berlin s'écroule enfin. Mais si la situation de Berlin est emblématique de la guerre froide de cette époque-là, une guerre froide qui se dramatise de plus en plus, il y a un autre événement qu'on ne peut passer sous silence et qui va représenter le moment le plus fort, le plus dramatique de l'aggravation des relations entre les deux camps. Je parle ici de la crise des fusées de Cuba de 1962. Alors, reculons un peu en arrière. Rappelons-nous qu'en 1959, il y avait eu une révolution communiste à Cuba. Alors, Fidel Castro avait pris le pouvoir et avait rapidement développé des relations avec l'Union soviétique. Et on se rappelle à quel point la nouvelle avait été très mal accueillie par les États-Unis, parce que là, maintenant, on a un voisin immédiat des États-Unis qui est désormais d'allégeance communiste. Alors, évidemment, cette situation est tellement inacceptable aux yeux des États-Unis que John F. Kennedy, le président des États-Unis, va organiser dès 1961 un débarquement pour essayer de ramener Cuba dans l'orbite des États-Unis. C'est le fameux débarquement manqué de la baie des Cochons. Alors donc, ce débarquement va être un échec et par la suite, les États-Unis vont commencer un embargo. Non seulement donc ils essaient d'étouffer économiquement la petite île de Cuba, mais d'autre part, on surveille ce voisin de près. Alors les avions espions vont se multiplier dans le ciel de Cuba et éventuellement, on va découvrir le poteau rose. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 1962? C'est qu'on va découvrir des bases de missiles à Cuba. Donc, des missiles soviétiques sont installés à Cuba et devinez vers où ils sont pointés? Vers les États-Unis, vers Washington. Alors évidemment, c'est inacceptable aux yeux des États-Unis et lors de son discours à la télé le 22 octobre 1962, Kennedy va réagir avec fermeté et va organiser le blocus de Cuba. Et cette crise va durer une douzaine de jours et c'est un moment très fort de la guerre froide durant lequel on va être tout simplement au bord du gouffre. Alors le monde croit être au bord de la guerre mondiale à cette occasion-là. Surtout qu'un navire soviétique est en train de s'approcher lentement mais sûrement de Cuba. Alors que va-t-il se passer une fois qu'il va faire face au blocus? Alors donc on craint le déchaînement de violence sans nom. Mais le canal de communication n'est jamais rompu entre les Russes et les Américains et donc un accord va finalement être conclu entre les deux grands, au terme duquel on va s'entendre tous les deux pour enlever des bases de missiles. Alors, les Soviétiques de leur côté acceptent de retirer leurs missiles de Cuba et de leur côté, les États-Unis acceptent d'enlever les missiles qui sont stationnés en Turquie et pointés vers l'URSS.
Le problème pour les Russes sera cependant le suivant, c'est que les missiles qui sont installés en Turquie en direction de l'URSS appartiennent officiellement aux forces de l'OTAN. Alors les États-Unis disent qu'on ne peut pas annoncer tout de suite cette décision de les retirer parce qu'il faut consulter les alliés. Alors dans les médias, la seule annonce qui va être faite, c'est que les Russes retirent leurs missiles de Cuba. Et on va le faire, on va retirer les missiles de Turquie de façon assez discrète dans les semaines qui vont suivre. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que finalement, c'est un match nul officiellement entre les deux camps. Alors, chacun des deux camps retire des missiles, sauf que les seuls qui ont l'air de le faire, ce sont les Soviétiques. Alors, tout ça va faire en sorte que l'affaire va apparaître comme une victoire politique de Kennedy et une défaite de Khrouchtchev, le dirigeant de l'Union soviétique à l'époque, et Khrouchtchev ne s'en relèvera pas, il va être remplacé en 1964. On était tellement au bord de la catastrophe à cette occasion-là que par la suite, les deux camps vont s'assagir quelque peu, vont se calmer dans les années qui vont suivre. Alors, on va installer par la suite une ligne de communication directe entre Washington et Moscou, le fameux téléphone rouge qui ne devait pas être rouge réellement. Et donc, suite à ça, on va privilégier la communication entre les deux camps pour éviter ce genre de situation qui peut avoir des répercussions dramatiques si ce n'est pas apocalyptique. Cela dit, même si au lendemain de la crise de Cuba, les États-Unis ont l'air de l'emporter sur l'Union soviétique, la guerre froide est loin d'être terminée et les États-Unis vont, dans les années qui vont suivre, connaître eux aussi leur série de problèmes qui vont faire en sorte qu'on aura l'impression que l'Union soviétique est en train de gagner. Ça va commencer particulièrement avec la guerre du Vietnam.